Bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis, encore une fois et chaque fois, de vous recevoir, de vous rencontrer en ligne pour mettre l'accent sur des thématiques qui regardent l'actualité. Et il nous a semblé, après l'élection d'une dame, ça devrait faire le plaisir de Soda Malik Souran et de toutes ces femmes qui étaient un peu dans les complaintes ce matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dames à ce panel, mais on a fait quand même ce qu'on peut. Encore qu'on peut toujours se rattraper avec les commentaires, les discussions tout au long de ce panel. En tout cas, ça fait plaisir. Nous avons pensé qu'après la nomination d'une dame, en tout cas le choix porté sur une dame, une africaine, une nigériane plus précisément en l'occurrence, que c'était important de nous arrêter sur le e-commerce au Sénégal. On en parle depuis pas mal d'années, ça se pratique évidemment, mais beaucoup d'observateurs ont pensé qu'on pouvait mieux faire en revoyant la régulation, mais pas que. Et pour réunir les acteurs cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir, et ils sont nombreux d'ailleurs, autour du directeur du commerce extérieur du Sénégal, Monsieur Boubacar Mbouit, que je reçois pour la première fois dans le cadre de ces après-midi de la tech que nous avons lancé il y a bientôt 9 mois aujourd'hui. Boubacar Mbouit est doublement énarque, sorti de l'ENA de France et de l'ENA du Sénégal. Et également, et j'aime à le souligner parce que simplement, je fais du faralatéa, je suis de Gaston Berger. Boubacar Mbouit est de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où il sort, euh, il est sorti de la section de géographie parce qu'à Sanar, nous parlons de section quand vous, Dakarois, à l'UCAD, vous parlez de département. Boubacar Mbouit est sorti de la section de géographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis avant de monter en bon Diourbellois à Dakar, après un long parcours comme haut fonctionnaire pour les Nations Unies. Il a fait plusieurs pays en Afrique, dont le Gabon, si je ne me trompe, Boubacar, merci de me corriger quand vous prendrez la parole, dont le Gabon, le Tchad, avant de revenir à Dakar en travaillant dans les affaires administratives et avant d'aller au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Boubacar Mbouch également est enfant de troupe et je sais que comme Gaston Berger, les enfants de troupe se reconnaissent facilement. C'est vraiment un plaisir de l'avoir parmi nous aujourd'hui, cet après-midi, pour parler de e-commerce au Sénégal parce que, bien évidemment, si l'on reçoit les acteurs et qu'on ne reçoit pas l'État, on n'avance pas pour autant parce que, évidemment, il faut une voix étatique dans ce panel. Et Boubacar Mbouch nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. Nous avons Mohamed Abdessow, dont ce n'est pas la première fois que nous bénéficions de sa présence dans nos discussions sur la tech au Sénégal. Nous l'avions reçu pour la première fois à la radio lorsqu'il était question de faire le point avec Doumia. Et à la veille de mardi, j'ai oublié, hein, Mohamed va sûrement me rafraîchir la mémoire, ce mardi un peu qui annonce les bonnes affaires pour les clients. Je lui donne l'occasion d'en parler un moment. Mohamed Appesso, directeur général de Jumia. J'ai oublié sur l'infographie d'ajouter Sénégal, hein, de Jumia Sénégal. Après un beau parcours ailleurs, il va se présenter en un mot un peu plus tard. Merci également à lui. Merci à Jean-Noël. Jean-Noël que l'on ne présentera plus. En tout cas, si on le connaît moins, c'est parce qu'on connaît plus sa marque Yum Yum, qui est un peu derrière moi. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a un an, si je me trompe, Jean-Noël, à Dakar pour échanger sur cette problématique qui le regarde également, le e-commerce et tant d'autres secteurs. Nous avons également Ibrahim Nour Edindiane qui va nous rejoindre aux alentours de 15h30. Ibrahim Nour Edindiane, on ne le présente plus non plus quand on parle de e-commerce au Sénégal. Le présenter, ce serait même une provocation, voire un tort qu'on lui porterait, parce qu'en plus, évidemment, du commerce électronique dont il est une icône reconnue en Afrique et dans le monde, il est également très spécialisé sur les questions concernant la e-administration. On sait très bien que c'est forcément lié. On est dans le digital aujourd'hui à la tête de Gaïndé 2000, dont il est l'administrateur général. Il va nous rejoindre sûrement un peu plus tard. J'espère n'avoir oublié personne. Je fais un premier tour de table, mais avant, je salue évidemment les spectateurs qui sont également avec nous sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook et évidemment sur Zoom comme un spectateur. Nous aurons également des discutants comme Emmanuel Bocquet, que l'on connaît très bien, qui organise régulièrement des salons
concernant le e-commerce au Sénégal, et Hachim Malik Ndiaye, qui est le monsieur TIC du ministère du ministère du Commerce, non, du ministère de l'économie numérique, du commerce. Hein. Je me trompe et à juste titre hein, quand je parle de commerce, parce que Hachim Ndiaye également est un des grands acteurs de tout ce qui est e-commerce au Sénégal, à côté de Alioune Dione, qui a été directeur des systèmes d'information des douanes sénégalaises et aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances du Sénégal. Un premier tour de table pour compléter un peu ma présentation, parce que évidemment j'introduis également Soda Malik Souran. Soda Malik Souran de Mon Booster, mais évidemment elle n'est pas que de Mon Booster, elle va y revenir. On a eu une petite discussion avant ce panel parce que je lui disais qu'on n'était pas très habitué, en tout cas au Sénégal, quand on parle de e-commerce, on n'était pas habitué à penser à l'éducation. Ça tombe bien, Soda, ça demande une petite mise au point et en même temps, ça me permet de vous donner la parole pour vous présenter en 1 minute. Soda Malik Souran. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette introduction. Donc, pour compléter, je suis directrice de Mon Booster, qui est une plateforme de cours de renforcement en ligne. L'objectif de cette plateforme, c'est de permettre aux élèves de niveau collège de réviser, c'est de rattraper en fait en quelque sorte leurs cours. De ce fait, nous avons mis en fait pour chaque niveau l'ensemble du programme sénégalais en maths, français, anglais et physique-chimie. Et nous leur proposons également du support en ligne avec des professeurs pour les accompagner dans leur travail. Donc, par ailleurs, je suis membre également du Consortium national pour le e-commerce, donc en partenariat avec le ministère du Commerce, nous travaillons à mettre en place une plateforme de e-commerce visant à rendre plus accessible, on va dire, le e-commerce aux petits vendeurs dans les marchés, on va dire. Et donc, je vais m'en limiter à ça. Merci. Et on comprend pourquoi, après vous avoir écouté pour cette présentation, que Boubacar Mbouch, DCE, ait insisté pour que nous vous ayons dans ce panel. Mais heureusement que nous vous connaissions également avant. Ça donne un peu ce qu'on appelle une cerise sur le gâteau. Mohamed Abdessow, un mot de vous au-delà de ce que je viens de dire à votre sujet. Donc, merci pour l'invitation. Très rapidement, on va dire natif du e-commerce, du digital, ça va faire quasiment une quinzaine d'années que je suis dedans. Ayant commencé bien entendu ici même au Sénégal, puis avoir fait tout mon parcours en France et au Canada. Et récemment, enfin bientôt, ça fait 3 ans que je suis à la tête de Jumia. Et donc, je suis passé par les agences de marketing, les agences type international, je suis passé par des services financiers internationaux, des banques. J'ai finalement été dans le secteur de l'agroalimentaire chez Nestlé et titulaire d'un MBA en e-commerce aussi. Donc voilà, toujours été dans le digital et dans le e-commerce et donc je suis à la tête de Jumia depuis 3 ans et l'aventure continue à la recherche de cette rentabilité sur les prochaines années. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Mohamed Abdessow. Jean-Noël? Oui, alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors nous sommes connus pour nos activités de restauration, mais en vérité, nous sommes un véritable e-commerçant puisque nous faisons à peu près 60% de notre chiffre d'affaires sur Internet désormais. Et nous avons, au-delà de notre marque la plus connue, Yum Yum, nous avons une autre marque qui s'appelle taftaf.sl, qui est un site de livraison en 20 minutes environ de produits de dépannage ou achat d'impulsion et qu'on a développé au cours des 15 derniers mois et qui a rencontré vraiment le succès. Donc voilà, Internet pour nous, c'est notre quotidien et on se vit plus comme un acteur de l'Internet que comme un acteur pur de la restauration. Boubacar Mbouch, directeur général, directeur du commerce extérieur. Directeur du commerce extérieur, effectivement. Merci, M. Gueye. D'abord, mon plaisir de partager ce panel avec toutes ces sommités et j'insiste sur le mot. Oui. D'abord, Madame Soda Malik Souran, donc qu'on ne présente plus, qui accompagne les ministères. Ça, elle ne l'a pas dit dans sa présentation, mais elle préside le collège des acteurs non marchands, donc du consortium des acteurs du commerce électronique, qui est une structure qui fédère aujourd'hui, en tout cas, les acteurs qui s'activent dans le domaine et qui ont décidé justement de mettre en place ce cadre d'échange entre eux, mais aussi avec les services de l'État pour voir comment faire progresser la question. Donc, c'est un plaisir de le retrouver. Et
actuellement, c'est elle avec son binôme, Madame Biram Sok, donc aujourd'hui qui porte la réflexion sur vraiment le devenir du commerce électronique, du moins du point de vue en tout cas de l'accompagnement que l'État doit effectivement apporter à ce secteur, parce que nous ne doutons pas que c'est un secteur qui est très dynamique, où il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui de manière autonome ou isolée portent des initiatives qui contribuent effectivement à renforcer l'écosystème, mais également l'État a sa part à jouer, d'autant plus que nous, notre slogan, c'est de faire vraiment en sorte qu'il y ait un commerce électronique inclusif, qui ne reste pas seulement une affaire de geeks, ou en tout cas l'apanage de certaines grandes structures, mais aujourd'hui que n'importe quel acteur, d'où qu'il se trouve sur le territoire sénégalais, puisse effectivement vivre, en tout cas, tirer profit des opportunités de ce formidable secteur qui est en plein essor. Peut-être avant de vous laisser la parole, dans votre présentation, je pense que vous m'avez présenté comme Diourbellois d'origine, mais je suis Walo d'origine. Walo, désolé, Walo de Dagana. Walo d'origine. Et en plus, je ne suis plus enfant de troupe quand même, je suis ancien enfant de troupe. Oui. Je pense que enfant de troupe, je l'ai été il y a bientôt 40 ans. Ah. Mais c'est toujours un plaisir, effectivement, de rappeler ce passage-là d'un moment de ma vie qui a marqué mon adolescence avec tant d'autres amis qui sont là. Donc, je vous remercie. Merci, merci Désiré. À part ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de votre parcours et qui a été peut-être déterminant? Mon parcours, déjà, bon, le commerce électronique, comme on dit, hein, je suis tombé dedans parce que, vous savez, par le hasard des choses, c'est la direction du commerce extérieur qui pilote le dossier du commerce électronique dans le département. Parce qu'en réalité, je suis directeur du commerce extérieur. Oui. Peut-être qu'au niveau de la direction, on a un service qui a vraiment, qui est composé d'hommes et de femmes qui sont rompus à cette question. Mais c'est la division du commerce des services et du commerce électronique. Et je fais d'ailleurs un clin d'œil à Madame Soda. Donc, quand vous disiez que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de voir le commerce électronique sous l'angle des prestations de services, mais les services également, c'est du commerce. On a l'habitude de distinguer le commerce des biens, mais également le commerce des services. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au sein de la direction, nous avons une division du commerce des services et du commerce électronique. Donc, ce que Soda fait à travers la plateforme Mon Booster, c'est vraiment la convergence entre les deux. Elle fait à la fois du commerce électronique, mais à travers, c'est des prestations de services sous une forme qui est différente de ce que nous connaissions jusque-là, avec des professeurs qui se déplaçaient pour aller donner les cours. Nous savons tous ce que ça coûte comme contrainte et élément de coût supplémentaire pour la prestation. Donc, le fait de pouvoir d'obtenir ce service-là à travers cette plateforme, je pense que c'est un plus pour aujourd'hui une catégorie de clientèle qui est demandeur de ce service-là. Donc, pour ma présentation, je pense que vous avez tout dit. En tout cas, je suis heureux de savoir qu'au Sénégal, vous avez fait tout à l'heure un clin d'œil aux femmes avec la nomination de Mme Gouzi à la tête de l'OMC. Oui. Mais également, je suis heureux vraiment de dire qu'aujourd'hui, en tout cas, celles qui nous permettent d'avancer dans la réflexion, ce sont des femmes, c'est elles nos porte-drapeau et c'est elles aujourd'hui qui pilotent la question du développement du commerce électronique sous l'angle du ministère du Commerce en relation avec Gaïndé 2000 et Ibrahima Diagne, peut-être qui va nous rejoindre tout à l'heure. Merci beaucoup DCE, directeur du commerce extérieur du Sénégal, Boubacar Mbodj. Merci à tout le monde, j'espère mériter cet honneur parce que c'est un panel évidemment de haut niveau comme on a eu également à en avoir par le passé parce que cette série se passe depuis 9 mois déjà. Nous avons la chance d'accueillir de grands acteurs des pays même étrangers dont l'ambassadeur est souligné en charge de la coopération économique avec l'Afrique, l'Union internationale des télécoms, l'Union africaine, la commission en charge du numérique de l'UMOA, évidemment des grands acteurs aux moins grands acteurs parce qu'il n'y a pas de petits acteurs, évidemment. On voit toute cette innovation aujourd'hui qui surgit de la jeunesse, c'est dire évidemment que tout le monde a sa place dans ces après-midi de la tech. Boubacar Mbodj, on revient un peu vers vous en espérant que vous allez un peu rentrer dans le cadre de votre caméra. Faites-nous un peu le point sur l'évolution du e-commerce au Sénégal. On en est où aujourd'hui d'un point de vue encadrement, d'un point de vue régulation? Merci, M. Gueye. D'abord, sur la question du e-commerce, on peut dire que vraiment le gouvernement est bien conscient justement de cette problématique qui est là et qui mérite en tout cas d'être accompagné. Et nous allons y revenir et c'est la raison pour laquelle dès 2017, au niveau du ministère, donc en
collaboration avec l'appui du programme cadre intégré renforcé. Le programme cadre intégré renforcé, c'est une structure qui est établie au niveau de l'OMC, soutenue par des agences du système des Nations Unies, la Banque mondiale, et donc qui finance un peu l'intégration des pays moins avancés dans le commerce international. Et donc, dans ce cadre, nous avions bénéficié d'une subvention pour nous permettre d'élaborer une stratégie nationale de développement du commerce électronique. Le processus a été lancé en 2017. En décembre 2019, nous avons pu, en tout cas, élaborer ce document-là et le faire valider. Et depuis lors, c'est un document aujourd'hui qui constitue le principal cadre de référence pour les interventions du gouvernement dans le secteur. Donc aujourd'hui, nous disposons d'un document national donc, qui est cadre de référence, qui est aligné sur les objectifs de la SN 2025, donc, qui est le grand document de référence du secteur numérique au Sénégal. Et depuis son adoption, c'est un document qui, il faut le dire, a été adopté immédiatement. Il s'est suivi la COVID. Et donc, du coup, la COVID a été une opportunité de tester justement la pertinence des actions qui sont déclinées dans ce document. Un document qui, je le rappelle, vraiment s'intéresse à l'ensemble des contraintes. En tout cas, se veut une réponse pour, en tout cas, solutionner l'ensemble des contraintes qui ont été identifiées dans le développement de l'écosystème. Depuis la disponibilité de l'offre des produits et services, parce qu'il faudrait d'abord que ces produits et services-là soient disponibles et accessibles et puissent répondre, en tout cas, aux exigences du commerce électronique. Ça, c'est un axe que nous avons bien étudié et qui figure dans la stratégie. Mais également, il faudrait effectivement accompagner le développement de l'infrastructure parce que le commerce électronique n'est viable que s'il y a une infrastructure qui puisse en tout cas permettre de développer l'activité. Donc, l'infrastructure et les services support. Donc, ça aussi, nous allons y revenir. Ça aussi, également, c'est un axe que nous avons identifié et pour lequel il y a des actions qui sont engagées, d'ailleurs, depuis maintenant 1 an. Troisième élément, il faudrait effectivement qu'il y ait une compétence, c'est-à-dire qu'on puisse travailler à mettre en place des compétences qui puissent soutenir le développement de l'activité. Vous savez, c'est des métiers de pointe, donc qui ne s'inventent pas. C'est vrai qu'on peut s'y mettre sur le tas, mais en tout cas, l'innovation et le développement requièrent en tout cas la disponibilité d'une expertise pour laquelle effectivement on n'a pas encore une masse critique. Et donc, il fallait travailler à développer cette expertise-là. Autre axe de la stratégie, il faut effectivement revoir le cadre réglementaire, le cadre institutionnel et réglementaire du commerce électronique. Je disais que pour le moment, sur le développement du commerce électronique, c'est une division qui s'en occupe. En fait, ce n'est même pas une division à part entière, puisque cette division a en sa charge le développement du commerce des services, mais également le développement du commerce électronique. Mais aujourd'hui, vu l'état de la question et l'enjeu qu'il représente, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la mise en place d'une structure nationale qui puisse avoir la plénitude de la compétence pour pouvoir en tout cas répondre aux enjeux? Ça également, c'est une question sur laquelle nous réfléchissons avec les acteurs. Et donc, le cadre institutionnel, je l'ai dit, donc faire évoluer la réglementation qui est là, qui commence à montrer ses limites, mais également faire en sorte que ce commerce électronique-là ne soit pas perçu en tout cas comme un secteur qui est hors de portée, donc une zone de non-droit, parce que cela ne milite même pas à l'avantage de son développement. Parce que derrière, il faudrait qu'il y ait de la confiance au niveau des utilisateurs. Et cette confiance-là doit se construire à travers un cadre de règles prévisible et connu de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, il est apparu nécessaire de faire évoluer cette réglementation-là. Et le dernier axe de la stratégie, c'est vraiment pouvoir nous appuyer sur les outils de financement innovants. Vous savez, c'est un secteur pour lequel nous avons énormément de startups, donc dont le financement nécessite peut-être une démarche qui est novatrice et spécifique que celle que nous connaissons jusque-là, que les démarches de financement classiques. Là également, la stratégie a donné quelques orientations pour justement permettre aux acteurs de pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc voilà vraiment, grosso modo, de manière résumée, la consistance de la stratégie que nous sommes en train de dérouler d'ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, ça a été adopté en décembre 2019 et dès le mois de mars 2020, nous étions en plein dans la mise en œuvre. Il est vrai, dicté par le contexte Covid où il fallait, pour le ministère, utiliser l'outil numérique pour pouvoir assurer la continuité de l'activité marchande, parce que n'oublions pas, à l'époque, il était question de restreindre les déplacements.
Et nous savons tous que Dakar n'est pas un centre de production, en tout cas pour les produits locaux, donc les produits agricoles, et que face à ces restrictions de déplacement-là, il fallait faire en sorte qu'il y ait la continuité, que les acteurs ne puissent pas se retrouver avec des produits qui ne pourront pas être écoulés parce que justement les banabanes, ceux-là qui jouent les intermédiaires pour aller prendre le produit et les amener dans les centres de consommation ne sont plus sur, comment dirais-je, sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, il fallait passer par l'outil numérique. Donc, ça, nous avons testé des outils, donc e-comcom, qui se veut vraiment la réponse, la plateforme qui doit permettre aux producteurs et aussi de pouvoir faire connaître l'offre de production locale disponible, mais de pouvoir aussi faciliter les transactions pour accéder à ces produits-là qui risquaient d'être, en tout cas, en situation de mévente. Une autre plateforme qui était un projet phare de la stratégie, donc c'est la plateforme e-commerce Sénégal.sn. Et Sora l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la réflexion est entre les mains des acteurs parce que nous disons qu'il nous faut, en tout cas, il ne faudrait pas qu'il soit une plateforme de plus parce que nous savons que développer une plateforme, parfois, ce n'est pas le plus dur, mais faire en sorte que cette plateforme soit viable, je pense que c'est ça l'objectif que l'État recherche parce que nous sommes dans un contexte où peut-être les moyens manquent et le ministère ne pourra pas toujours, en tout cas, utiliser l'argent du contribuable pour faire fonctionner ce secteur. Donc, il fallait effectivement réfléchir à un mécanisme qui puisse permettre, en tout cas, un autofinancement de cette plateforme. Et c'est la raison pour laquelle, qui mieux que les acteurs utilisateurs, oui, donc, sont mieux placés pour pouvoir apporter la réponse. Donc, cette plateforme-là est en cours de développement. Dans un premier temps, il a évolué comme un simple répertoire en ligne pour, comment dire, qui rendait accessible les sites e-marchands de confiance, parce que derrière, il ne s'agit pas de tout mettre là-bas, mais il faudrait au moins qu'on ait un minimum, en tout cas, de sites e-marchands qui répondent aux normes. Et derrière, on a un groupe d'éminents experts du secteur qui font la qualification. Et donc, dans cette plateforme, nous retrouvons des répertoires par rapport à l'ensemble des acteurs qui font aujourd'hui l'écosystème du commerce électronique. Voilà là où nous en sommes, de manière vraiment très photographiée, ce que nous avons fait jusque-là. Et nous sommes aujourd'hui dans une perspective d'aller encore beaucoup plus rapidement parce que cette stratégie-là, aujourd'hui, est quelque chose de pertinent, répond aux défis du moment. Et les acteurs également sont demandeurs des actions, puisque ces actions-là, c'est eux-mêmes qui les avaient, comment dirais-je, proposées. Je rappelle que c'est une stratégie qui a été élaborée à la suite de consultations qui ont été tenues dans les 14 régions du Sénégal. Et plus de 1000 acteurs, et c'est des acteurs, soit c'est des sites de e-marchands, c'est des experts, donc plus de 1000 acteurs ont été consultés et les réponses que la stratégie se propose d'apporter résultent justement des préoccupations qui ont été glanées au cours de ce large processus de consultation. Et cette approche inclusive avec les acteurs est de mise puisque autant pour élaborer la stratégie, il y avait un groupe de travail piloté par le ministère de l'économie numérique, donc à la personne de M. Hachim Ndiaye, que je salue au passage. Autant pour ce qui est de la mise en œuvre, nous pensons que la mise en œuvre, c'est avant tout une affaire des acteurs. Donc, nous nous appuyons sur ce consortium-là des acteurs du commerce électronique, et dont vous avez une des porte-voix à la personne de Mme Soda Malik Sora. Merci, merci beaucoup, DC. Je signale la présence parmi nous de Ibrahim Nour qui vient de nous rejoindre à l'instant, administrateur général de Gaïndé 2000, grand connaisseur évidemment de cette problématique de e-commerce et plus globalement de la e-administration. Nous allons lui donner la parole un peu plus tard. En attendant, on lui permet de se mettre à jour par rapport à ce qui se dit sur ce panel. Je passe à présent la parole à Mohamed Abdessow. Un géant comme Jumia Sénégal, quelles pourraient être ses attentes par rapport à un renforcement, disons, de la régulation, à un encadrement? Mohamed Abdessow, merci de réactiver votre micro. Donc, merci pour la question. Donc, bien entendu, on parle de e-commerce, il faut bien entendu avoir le cadre qui s'y prête. Nos attentes, nous avons été, on va dire, quelquefois interrogés sur certaines problématiques. Nous avons aussi, on va dire, donné nos points de vue typiquement sur des questions liées à la régulation, les impôts. Oui, des questions, désolé, je perds mes mots.
sur la question des impôts et le Sénégal a déployé il y a quelques temps la Startup Act. Donc, ce sont des éléments importants. Nous avons aussi collaboré avec la CDP sur les questions des usages des données. Donc, on travaille avec eux. Et bien entendu, on intervient beaucoup dans l'écosystème, on va dire sur tous les niveaux. Au niveau, on travaille donc effectivement avec le ministère du Commerce et les différentes directions sur la question de la régulation des produits qui sont, on est souvent interpellé sur ces questions-là par rapport à notre marketplace. Et nous travaillons aussi avec, comme je disais, l'écosystème des livreurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a certains partenaires. À certains moments, les questions sur les licences avaient été évoquées sur la RTP. Donc aussi, on a été consulté, on a partagé nos points de vue sur ces questions. Donc l'e-commerce, bien entendu, on est sur tous les sujets, parce que bien entendu, en toute modestie, nous sommes les leaders sur le marché et aussi malheureusement le seul survivant, on va dire international, parmi toutes aujourd'hui, si on prend les grands géants de la tech qui sont listés à New York. Jumia en est un et c'est le seul qui est présent au Sénégal. On n'a pas de bureau de Facebook, on n'a pas de bureau de Google. Donc, dans toute la modestie, le Sénégal, on y est encore. Donc, on veut prouver que ça marche au Sénégal après toutes les fermetures des différents acteurs sur le marché sénégalais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir correctement le e-commerce? Donc, c'est-à-dire avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir les bonnes régulations en place et pouvoir, on l'a souligné, le directeur l'a souligné tantôt, tout ce qui est produits et services reste quand même particulièrement sur la question des produits, reste un challenge au niveau du Sénégal. On a eu quelques gros scandales récemment, enfin pas directement liés à Jumia, mais en tout cas sur le marché, sur certains imports de produits, quels sont les produits qui sont disponibles au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut mettre à la vente. Donc toutes ces questions sont des questions, on va dire, très importantes pour le marché sénégalais, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le Sénégal importe beaucoup de produits. Et donc, on travaille aussi avec que ce soit des acteurs locaux. Les acteurs locaux ont la production locale et ont des produits importés. Donc, voilà tous les sujets sur lesquels on participe. Et en tout cas, on est très attentif et on y tient afin que ça réussisse. Donc, voilà en quelques mots ce que je peux dire. Merci, Mohamed Abtesso. Pendant qu'on y est, le coronavirus, une bonne nouvelle pour le e-commerce? Écoutez, dans tous les cas, vous répondez quoi? C'est important que l'on comprenne un peu. On va dire, les gens ont compris l'utilité. Si je dois faire un résumé, je vais dire les populations ont compris l'utilité de pouvoir faire. Et je pense qu'il faut aller au-delà même de la question du e-commerce. Il faut parler tout simplement de l'usage du numérique. Okay, on parle de transactions financières, on va parler de pouvoir faire, on parle de l'e-administration. Donc il y a plein de choses qui se font et qui sont nécessaires. Je salue particulièrement l'initiative du ministère des Finances avec la direction des impôts et domaines, une plateforme où les gens peuvent, on va dire, déclarer leurs impôts. Donc, c'est des choses sur lesquelles ils communiquent en plus. Donc, c'est une très bonne chose. Exactement. J'ai récemment été utilisateur de Télédac. Donc, il y a des choses qui sont faites et qui sont importantes dans cette situation et qui va, comme je dis, au-delà de la transaction où on achète des biens. Il ne faut surtout pas oublier les services et aussi l'administration dans cette période. Donc après, tout en fonction des pays où on se trouve, les pays type occidentaux étaient bien plus avancés parce que ça fait des années qu'ils utilisent les plateformes sont là, l'écosystème est là, les produits sont là, l'administration est là, tout est là. Donc c'était la chose qui a donné un coup de boost à cette activité numérique. Maintenant, on se rend compte du retard, on se rend compte du besoin. Donc maintenant, il faut se servir pour porter cette accélération dans ce domaine. Et je vais laisser aussi la parole à d'autres personnes qui puissent s'exprimer aussi sur ce sujet. Je pense que M. Jean-Noël a aussi des choses à dire, particulièrement lui dans le secteur de la restauration. Tout à fait. C'est d'ailleurs une bonne méthode pour contourner un peu ma question, Mohamed, parce que je m'attendais un peu à des précisions sur l'impact concernant le chiffre d'affaires de Jumia dans un contexte de coronavirus, mais peut-être que vous allez y répondre plus tard. Sodo Malik Souran, en quoi l'alliance à laquelle, en fait, dont vous êtes membre, disons-le comme ça, en quoi est-ce qu'elle aide à l'évolution du business au Sénégal? C'est quoi le rôle?
Ok, alors merci pour la question. La plateforme sur laquelle nous travaillons va permettre en fait aux petits commerçants Oui, de pouvoir vendre en ligne plus facilement. Donc aujourd'hui, en fait, dans le cadre du consortium, nous avons beaucoup réfléchi sur la manière de présenter la plateforme pour éviter d'être des concurrents à des plateformes existantes dans Jumia. oui, Et l'idée, c'était pas de recréer une marketplace comme l'a dit Monsieur Mbodj. De ce fait, nous, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les commerçants qui souhaitent vendre en ligne en leur mettant à disposition un outil très simple à utiliser et qui leur permettra de vendre en ligne et d'avoir accès à un certain nombre de services, dont la livraison et les paiements en ligne. Donc, vraiment, nous, la plateforme que nous cherchons à développer vise à donner une certaine visibilité à ces commerçants-là et à leur permettre de vendre en ligne plus simplement. De ce fait, pour arriver à cet objectif-là, Monsieur Mbodj a parlé également de l'inclusivité. Donc, nous avons ciblé des zones pilotes oui. pour aller recruter des commerçants dans ces eaux-là et leur permettre en fait de vendre leurs produits en ligne. Donc, et l'idée, c'est de pouvoir aussi les accompagner dans l'éducation de la vente en ligne. Nous avons réalisé un sondage pour évaluer leurs besoins dans ce sens-là. Donc, nous avons été dans plusieurs régions du Sénégal avec le support des étudiants de l'UVS. Nous avons mené une enquête terrain pour voir, en fait, pour ces gens-là, quels sont les manquements, pourquoi ils ne sont pas encore en ligne. Et quand je parle des petits commerçants, il faut comprendre ceux qui sont dans les marchés. Oui. Ça va être la dame qui vend des légumes au marché Castor, par exemple, ou bien le tailleur qui sera dans un quartier du coin. Donc, c'est vraiment ces populations-là qu'on essaye d'organiser et de les rassembler en fait au niveau de la plateforme de e-commerce sur laquelle nous travaillons. Donc, bon, je ne sais pas si ça répond à la question, Oui. ou bien s'il y a d'autres points sur lesquels je peux avancer. Non, c'est très bien, c'est très bien. Vous n'avez pas esquivé la question, hein. Je taquine un peu en faisant un clin d'œil à notre cher ami Mohamed. Ibrahim Dindiane, vous nous recevez? Ibrahim Dindiane qui va sûrement activer son micro et sa caméra le temps qu'il achève un peu son installation. Jean-Noël, chez vous, à Yum Yum, un regard sur le business au Sénégal, vous qui arrivez, vous trouvez comment déjà la régulation? Est-ce que vous arrivez à vous insérer facilement? Oui, enfin, moi je trouve que la régulation est quand même, enfin le cadre général du commerce est un cadre qui est stable et qui est plutôt bien organisé. Donc Oui. après, il y a effectivement des points spécifiques qui peuvent être améliorés, mais je trouve quand même qu'on a un cadre juridique qui est quand même un cadre juridique et fiscal globalement qui est bien défini, qui est de bonne qualité et puis un cadre infrastructurel, je dirais, qui est plutôt en amélioration. Et là, je pense en particulier, enfin pour le e-commerce, la question du coût d'accès à Internet, surtout à l'Internet au débit, est une question fondamentale. Et là-dessus, on a vu des progrès considérables au cours des 24 derniers mois, avec des prix par giga qui se sont complètement effondrés. Donc, je trouve effectivement qu'il y a des améliorations qui peuvent être notées. Merci. Donc, en résumé, vous vous retrouvez bien. Oui, alors après, nous, on est confrontés parfois, là, ça c'est le cadre général. Après, nous sommes confrontés à des régulations parfois que nous avons du mal à comprendre. Je peux donner l'exemple de la situation actuelle avec le couvre-feu. Contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière pendant le couvre-feu de mars à juin 2020, où nous avions pu avoir des autorisations de circuler qui nous permettaient, y compris le soir, d'atteindre nos clients. Eh bien, cette fois, pour des raisons que nous avons vraiment beaucoup de mal à comprendre, la circulation est totalement interdite le soir. Ce qui veut dire que pour nous qui travaillons beaucoup le soir pour les repas, mais également pour les activités de livraison de biens de grande consommation, eh bien, nous devons libérer nos équipiers autour de 19h. Et donc, nous avons des déperditions de chiffre d'affaires considérables à un moment où, au contraire, la demande des clients est très, très importante. Donc là, on est dans une situation qu'on ne comprend pas et qui est très différente en fait des déclarations d'intention qui ont été faites l'an dernier, oui, où on avait salué le rôle des plateformes d'e-commerce, le rôle des livreurs.
pour justement éviter la circulation qui est vecteur de risque de contamination. Donc là, pour le coup, sur cet exemple spécifique, on a du mal à comprendre ce qu'il se passe. C'est aussi, hein, je le reconnais, c'est aussi la complainte de beaucoup d'autres acteurs du secteur. Peut-être que le DCE, Boubacar Mbouch, va y apporter des précisions tout à l'heure. J'aimerais avoir une première incursion d'Emmanuel Bocquet. S'il est toujours avec nous, Emmanuel, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Emmanuel, bienvenue et merci d'être des nôtres cet après-midi. Vous avez cette chance d'appartenir en fait à plusieurs univers quand on parle de e-commerce. Donc forcément un regard comparatif. Quand vous envisagez un peu notre e-commerce au Sénégal, vous le trouvez comment en termes d'encadrement, en termes d'ouverture ou de fermeture par rapport à d'autres pays? Écoutez, moi je le trouve pas mal. Honnêtement, au Sénégal, on est plutôt bien loti. Le Sénégal a commencé très tôt à s'intéresser au e-commerce. Et quand on parle de e-commerce, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a le e et il y a le commerce. Et le e, c'est tout ce qui est digital, technologie. Et ça, on est vraiment bien servi. D'une part, on a des grands acteurs comme Jumia, e-comcom bientôt, on l'espère, ou Expat Dakar et d'autres. On a des centaines de jeunes qui sortent de l'ESP, de l'ESMT, d'écoles de commerce et qui ont des envies de e-commerce, justement, qui veulent se lancer. Donc là-dessus, on a vraiment ce qu'il faut. La réglementation n'est pas très contraignante. Et puis, dans le e-commerce, la réglementation est un peu secondaire. On fait du business d'abord et on régule le business ensuite. On ne régule pas avant de faire du business. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Là où c'est un petit peu décevant et là où on constate que le Sénégal, le e-commerce au Sénégal grandit très lentement, c'est la connexion entre le commerce, le Sénégal est un pays de commerçants, l'ANSD a identifié 400 000 entreprises au Sénégal au dernier recensement, oui, dont il me semble 350 000 entreprises de commerce, donc c'est une énorme majorité d'entreprises de commerce, mais elles ont du mal à se connecter au e-commerce. Parce qu'il manque un certain nombre de choses qui sont liées, il ne faut pas se le cacher, à la pauvreté de beaucoup de producteurs et d'acteurs, et donc des difficultés d'accès au packaging, de la difficulté pour tenir les comptes, pour gérer les stocks, pour gérer la relation client, l'administration des ventes, quelques difficultés financières avec la quasi-impossibilité pour un e-commerçant de trouver un financement pour son fonds de roulement, et puis quelques difficultés d'import au niveau de la douane en particulier. Et là, je parle vraiment des 10 000 petits acteurs qui ne font pas de e-commerce, mais qui pourraient le faire. Et donc, pour moi, contrairement à ce qu'on dit souvent dans les freins du e-commerce, c'est pas le paiement, c'est pas les infrastructures, c'est pas la livraison. Ce sont vraiment toutes ces petites choses qui permettraient à des gens qui savent déjà faire du commerce de travailler avec des gens qui savent déjà faire du digital. Les deux existent. Cette connexion n'existe pas parce qu'il y a ces tout petits freins. Il faut une centrale d'achat au Sénégal pour acheter des emballages à des prix corrects pour que la personne qui fabrique 50 pots de confiture par semaine puisse se fournir et distribuer dans le pays. Il faut des formations pour que le petit producteur de chaussures puisse gérer ses stocks et mettre à disposition d'une plateforme digitale ses stocks en temps réel sans qu'il y ait de rupture. Il faut qu'une banque puisse lui prêter de l'argent pour que, entre le moment où il achète son cuir et le moment où il vend ses chaussures, son salaire soit payé. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qui sont probablement très faciles à résoudre, mais dont on attend la résolution depuis 20 ans. Et donc, si je dois résumer, le e-commerce au Sénégal a tout ce qu'il faut pour réussir, mais le dernier pourcent a du mal à venir. Et c'est de là que viendra vraiment le passage à l'échelle pour arriver à ce qu'on voit en Chine. La Chine est aujourd'hui, je viens de voir, Jean-Noël vient de me montrer le chiffre ce matin, 50% du commerce en Chine, du commerce de détail en Chine, repose aujourd'hui sur le e-commerce. C'est inouï. Et au Sénégal, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Or, le Sénégal aujourd'hui, le e-commerce de détail au Sénégal représente moins d'1% du volume.
Merci Emmanuel Bocquet. Vous parlez de la Chine et quand on parle de la Chine, évidemment, on pense à son géant Alibaba. Comment faire en sorte qu'au Sénégal, nous ayons des champions dans l'e-commerce? C'est un plaidoyer régulier de Ibrahim Nour Ndiaye qui, sûrement, s'il nous rejoint, pourra le développer davantage. Et Boubacar Mbouy, je crois savoir que vous êtes un peu interpellé surtout le fait que dans ce contexte de coronavirus, avec le couvre-feu, c'est compliqué pour les acteurs du commerce qui sont limités eux aussi sur les horaires. Qu'est-ce que votre ministère pourrait faire? Qu'est-ce que votre département pourrait faire en termes de plaidoyer auprès de l'État? Parce que votre ministre est quand même siège au Conseil des ministres. Merci beaucoup, M. Gueye. C'est vrai, ça, c'est une préoccupation qui nous a été remontée par les acteurs. Oui. Donc, notamment tous ceux dont effectivement l'activité, en tout cas, se poursuit jusqu'à certaines heures de la nuit. C'est vrai que lors du premier épisode de Corona, il y a eu effectivement cette dérogation qui avait été accordée. Mais on a tous entendu effectivement tous les abus qu'il y a eu justement dans la distribution et aussi dans le trafic qui s'était opéré sur ces dérogations-là. Donc aujourd'hui, c'est une question, nous, effectivement, que l'autorité a en charge. Et donc maintenant, bon, il y a les préconisations sanitaires qui découlent justement du comité de gestion des épidémies. Et dans la mesure du possible, quand même, il faudrait faire en sorte que cela ne puisse pas impacter négativement, en tout cas, l'activité des acteurs. Et je pense que c'est une question que Madame le ministre, comment dirais-je, elle a enregistré beaucoup de complaintes par rapport à ça. Et effectivement, à chaque fois que de besoin, elle pose ça sur la table. Maintenant, comme on dit, c'est des préoccupations sanitaires donc, qui aujourd'hui prennent le dessus surtout. Mais nous ne désespérons pas qu'effectivement, qu'on puisse trouver une solution et permettre à ces acteurs-là, en tout cas, de pouvoir poursuivre leur activité sans pour autant, justement, en tout cas, avoir à subir négativement ces mesures de restriction. Et des champions de e-commerce au Sénégal, est-ce que l'État peut s'impliquer pour qu'on y arrive? Ben, des champions, je vais renvoyer à la loi qui a été adoptée l'année dernière, la loi sur les startups, qui est là, qui quand même a en tout cas octroyé un certain nombre d'avantages donc, qui permettraient à ces acteurs-là de pouvoir s'épanouir et de grandir comme il faut. Mais également à cette volonté en tout cas, de faire en sorte que l'État ne soit pas, en tout cas, un frein pour le développement de ce secteur. Parce qu'on parle d'Alibaba, on parle des GAFAM, mais on oublie que derrière, c'est des acteurs qui ont été l'apanage qui découlent d'initiatives privées. Et qui, certes, ils ont eu à un certain stade, leur développement a bénéficié de gros contrats de l'administration américaine. Mais pour l'essentiel, c'est des structures qui ont été portées par le privé. Et nous aussi, je pense que c'est l'ambition, faire en sorte aujourd'hui que ces acteurs du privé puissent bénéficier d'un écosystème qui leur permette en tout cas d'éclore, pouvoir rivaliser en tout cas avec tout ce qui se fait de mieux. Je voudrais aussi peut-être tempérer un peu, parce que quand même le Sénégal, c'est vrai, l'Afrique pris dans sa globalité aujourd'hui n'est pas très significatif dans le commerce électronique. Moins de 1% avec l'Amérique latine réunie, et même c'est moins de 1%. L'essentiel, c'est le fait de l'Amérique latine. Mais aujourd'hui, le Sénégal, quand même, d'après toutes les publications que nous suivons, dont le dernier indice, c'est celui de la CNICET, qui est publié en 2020, qui classe le Sénégal dans le top 10 donc des pays africains où le commerce électronique, en tout cas, est très développé et prometteur. Donc, tout ça, justement, nous fonde à penser, effectivement, que par rapport à, justement, ces potentialités-là qui existent, on a de très bonnes écoles de formation, dont certaines multinationales qui font référence dans le domaine en Afrique, qu'aujourd'hui, nous avons un terreau fertile, en tout cas, pour porter le développement de ce secteur-là et pourquoi pas arriver un jour à ce que, effectivement, l'un parmi ces acteurs puisse, en tout cas, connaître une trajectoire de développement au point, justement, de pouvoir rivaliser avec ce qui se fait de mieux. Donc, la démarche aujourd'hui de l'État, c'est vrai, on l'a dit, il y a le cadre institutionnel et réglementaire qu'il faut adapter, mais derrière, n'oublions pas que l'objectif, c'est vraiment de ne pas étouffer dans ce formidable élan qui est en cours. Et donc nous sommes dans une stratégie d'accompagnement. Et donc, nous pensons que c'est par ce jeu-là, donc en permettant aux acteurs de pouvoir se développer et
dans ce cas-là, la règle peut jouer son rôle parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des pratiques qui excluent certains qui, parce qu'ils n'ont pas les reins solides, alors qu'ils peuvent être porteurs d'idées novatrices. Donc, il faudrait que de ce côté de vue, qu'on puisse avoir une loi et une réglementation qui arbitrent pour permettre en tout cas un marché ouvert et concurrentiel. D'ailleurs, c'est quelque chose qui figure dans notre vision de développement, qu'il y ait un marché ouvert et concurrentiel du commerce électronique au Sénégal. Et cela n'est pas antagonique au fait que, effectivement, que le développement du secteur soit porté par des mastodontes. Parce que ces mastodontes-là doivent agréger et, comment dirais-je, essaimer les autres qui peuvent effectivement leur apporter quelque chose. Donc, nous sommes vraiment dans cette logique d'accompagnement du secteur. Directeur général de Jumia, Mohamed Sow, pour reprendre le DCE sur son propos tout à l'heure, est-ce qu'un allègement fiscal suffirait pour créer des champions? Les champions, la fiscalité arrive après tout ce qui est, on va dire, financement. Donc déjà, il faut s'assurer qu'on puisse accompagner dès le début les startups. Je pense que c'est un des points essentiels pour avoir ces champions, avoir accès au financement. Toutes les compagnies internationales, les gens qui ont été créés, les gens qui les ont créés, on va dire, ont pu avoir accès au financement. Donc pour moi, c'est la première étape nécessaire. Et avoir accès au financement, on peut se permettre d'avoir les bonnes ressources humaines pour accompagner son projet. Donc, je trouve que c'est exactement ce qui manque malheureusement au Sénégal. Et je ne parle pas forcément de financement de l'État, je parle vraiment du financement même du secteur privé pour accompagner toutes ces startups. Parce que aujourd'hui, si on prend le système éducatif, c'est tout un système, on va dire, qu'il faut penser vers l'entrepreneuriat. Nous, pendant longtemps, on a été éduqués pour aller à l'école, pour être, on va dire, avoir un emploi. Et donc, et les gens ne sont pas forcément poussés dès le bas âge vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est souvent perçu comme un élément d'échec. Si on se rabat sur l'entrepreneuriat par défaut parce qu'on n'a pas trouvé un emploi après ses études. Et par contre, il faut changer ce paradigme et pousser les jeunes à vraiment entreprendre quand ils sont jeunes, quand ils n'ont pas encore des charges familiales, etc., et qui peuvent se le permettre et qui sont faits, qu'ils ont la capacité de travailler 70 heures par semaine et ne pas de se soucier à ce qu'ils vont manger le soir. Donc voilà ce qui est vraiment important. Donc pour avoir ces champions, on va dire locaux, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la banque. Et la question du champion, je pense, africain va au-delà même du e-commerce. On peut se poser des questions sur tous les secteurs, sur le secteur bancaire, que ce soit le secteur des télécoms, ça va partout. Donc c'est comment on arrive pour créer ces champions. Il faut qu'on ait, malheureusement, ça va prendre un peu de temps. Je ne vais pas refaire l'histoire du Sénégal, mais en tout cas, je reste confiant sur les étapes que nous sommes en train de franchir, sur la mentalité des jeunes, sur le potentiel et la manière, et comme on a dit, l'écosystème qui est, on va dire, propice aux affaires au Sénégal. Sur Malik, on voit que tout le monde fait du e-commerce, particulièrement vous les femmes avec vos dalles, vos moussols, votre tout. Est-ce qu'on devrait aller vers un statut de l'entrepreneur du e-commerçant? Est-ce qu'il faudrait un statut? Est-ce que les acteurs se sentent menacés par les amateurs de leur secteur? D'abord, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur un point. En entendant les débats, je me pose une question. C'est quoi le e-commerce concrètement? Est-ce que e-commerçant, c'est celui qui a un site www.moncommerce.com ou bien celui qui vend sur Facebook ou qui vend sur WhatsApp? Parce que pour moi, je ne vois pas de différence. À partir du moment où la personne vend à distance, ça reste du e-commerce. Donc, peut-être qu'aujourd'hui en Afrique, si on parle d'un cadre du cadre légal bien organisé, etc., effectivement, le e-commerce est assez faible. Mais aujourd'hui, moi, toutes les boutiques, en tout cas que je connais, vendent soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, et ils font même une bonne partie de leur chiffre d'affaires à travers ces canaux-là. Donc, moi, je pense que quand on évalue quand même le poids du e-commerce en Afrique, ce serait bien de prendre en considération ces vendeurs-là parce que c'est de la vente à distance. Ils arrivent à faire du chiffre avec ça. Et là, je prends un exemple, en fait, les acteurs de la mode. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a plusieurs marques qui se créent.
qui sont en train de changer même les codes des tenues traditionnelles, qui les rendent plus pratiques et qui peuvent se mettre tous les jours pour aller au travail, etc. Et qui se développent énormément à travers Instagram. Donc, pour moi, en fait, les réseaux sociaux, quand même, sont un bon levier pour favoriser le e-commerce au Sénégal, même si ça ne respecte pas les cadres ou bien les normes qu'on a l'habitude d'avoir au niveau international, ça reste du e-commerce à l'africaine. Je vais intervenir sur oui, ce oui, Mohamed, allez-y, Mohamed, oui. Je vais intervenir sur ce point. Donc oui, effectivement, je rejoins totalement Madame Sourang sur le fait que la définition du e-commerce, après le fait qu'on ait de la publicité sur les différents réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, mais effectivement, il s'agit d'une transaction, on va dire, semi-formelle de commerce. Par contre, je vais juste attirer l'attention. Tout à l'heure, on parlait des géants, le fait de citer ces réseaux sociaux, que Facebook a aussi le marketplace, qu'il ne faut pas oublier, que ce soit WhatsApp, que ce soit toutes les plateformes, ça va un peu aux antipodes de leurs ambitions qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, on repose le business sur aussi différentes multinationales. Donc, et l'élément important, ces plateformes, quand on fait du one-to-one sur Facebook, c'est ce qu'on appelle on ne peut pas grandir et pas scaler ce business. Donc, toutes ces entreprises doivent être accompagnées justement pour se structurer et aller au-delà. C'est, pour moi, vendre sur Facebook ou sur Twitter ou peu importe la plateforme des réseaux sociaux, c'est juste faire de l'informel avec de la nouvelle technologie. C'est aussi simple que ça et c'est pas structuré. Donc, c'est pas le fait de faire des posts qu'on devient forcément commerçant dans une première étape et en rajoutant le label e-commerce parce qu'on est sur Facebook. Voilà, c'est juste ce petit oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je trouve que c'est à l'image quand même du commerce au Sénégal, parce que quand on dit qu'il y a la majorité du secteur, on parle du secteur informel qui représente une bonne partie de l'économie, ça se retraduit en fait sur la vente en ligne. Pour moi, en fait, c'est juste une traduction de la vente physique sur le en ligne. Et par ailleurs, je ne dis pas qu'il faut encourager et laisser les gens continuer à vendre sur Internet. Donc, aujourd'hui, c'est pas pour rien s'il y a une initiative de e-commerce qui vise justement à faciliter en fait l'accès à, on va dire, à une page de vente à ces petits commerçants-là. Aujourd'hui, nous, à travers le consortium de e-commerce, nous visons à d'abord aider ces petits commerçants-là à se structurer et avoir une vraie page de vente. Donc, il y a des initiatives dans ce sens-là pour accompagner les acteurs, ceux qui vendent sur les réseaux sociaux. Donc, bon, nous partageons en fait cette ambition-là de les voir mieux structurés et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec ma collègue Biram et les autres membres, Hachim, Monsieur Diagne, et DCE pour qu'il y ait un e-commerce plus structuré au Sénégal. Merci. Et juste pour conclure, juste pour dire que l'objectif, c'est aussi de donner plus de visibilité à ces gens-là, parce que s'ils ont accès à cette plateforme-là, aujourd'hui, peut-être qu'un vendeur de Dakar pourrait vendre son produit à un client à Kédougou ou à Saint-Louis ou ailleurs. Donc, ça va leur ouvrir vraiment des opportunités, de nouvelles opportunités qui leur permettraient d'accroître leur chiffre d'affaires. Merci Soda et Mohamed. J'aimerais bien entendre ce qu'en pense aussi Jean-Noël de Yum Yum. C'est important. Actuellement, est-ce qu'on devrait mettre au point un statut quand même du commerçant? Parce que si j'écoute Mohamed et si j'écoute Soda Malik, c'est que tout le monde peut se faire e-commerçant aujourd'hui, alors que de l'autre côté, il y a quand même des acteurs qui ont consenti, disons, d'énormes réalisations sur le plan matériel. Ça me rappelle un peu ce débat, d'ailleurs, si vous y connaissez un peu en télécom, entre opérateurs de téléphonie traditionnels, Orange, Free, Expresso, et de l'autre, les MVNO, les WhatsApp et les Facebook. Est-ce que d'un côté, on n'a pas des acteurs qui créent le cadre, qui mettent toutes les infrastructures, et de l'autre, d'autres qui viennent les concurrencer sans que l'État ne lève le moindre doigt? Jean-Noël, ça vous inspire quoi comme réflexion? Donc, je partage assez largement ce qui a été dit, à savoir le cadre. Il peut y avoir à la fois des acteurs structurés comme Jumia, et il faut les encourager parce que qui vont créer de l'emploi formel, qui ont aussi la capacité d'avoir des effets d'échelle très importants.
laisser aussi les gens faire du commerce informel. Moi, je crois qu'on est voilà du Sénégal, donc et qu'ils digitalisent leur activité. Je pense qu'il faut le laisser faire. C'est ces deux réalités différentes. Donc moi, je trouve que il n'y a pas vraiment du e-commerçant à créer. Par contre, il ne faut pas empêcher les gens de monter en gamme, en fait. Voilà, nous, on est une entreprise familiale. On a commencé à faire du e-commerce. Maintenant, on a presque 1 million de personnes chaque année sur nos sites de session. Voilà, il faut nous aider aussi, il faut aider les entreprises à continuer de monter, à continuer de faire de plus en plus de commerce, à éventuellement aller voir ce qui se passe dans d'autres pays africains. Il ne faut pas laisser de poursuivre cette ascension. Et là, je parle plutôt des structures de taille moyenne qui nous intéressent. Et dernier point, au sein du e-commerce, il y a des choses très différentes. Un acteur comme Jumia est un e-commerçant traditionnel, c'est une marketplace traditionnelle avec des livraisons J+2, J+3. Nous, par exemple, nous sommes dans ce qu'on appelle c'est de la livraison instantanée. Nous, on livre entre 20 minutes. Donc, au sein même du e-commerce, il y a vraiment des spécificités particulières qu'il faut aussi prendre en compte, qui fait que la réalité d'un Yum. Donc, tout ça est un univers qui est l'univers, hein, tout simplement. C'est un univers du commerce dans toute sa diversité. Merci, merci Jean-Noël. Je signale que vous avez quelques soucis de connectivité qu'il faut revoir un peu très vite. Boubacar Mbodj, tout à l'heure, Jean-Noël disait laissons les gens faire. Hein. Je ne fais pas le plaidoyer qu'il ne faut pas les laisser faire avant qu'on ne comprenne mal mon message. Mais aujourd'hui, vous en pensez quoi de ce qu'on vient de dire, de ce que l'on vient de dire tout à l'heure, le statut du e-commerçant? Est-ce que tout le monde peut faire du e-commerce? Que pensez-vous de cette concurrence? Merci beaucoup, M. Gueye. Est-ce que concurrence il y a? Moi, je dirais plutôt complémentarité, parce que même les plateformes de e-commerce aujourd'hui utilisent ces supports pour justement, en tout cas, démultiplier leurs canaux pour faire connaître leurs produits, faire connaître des opportunités. Et je pense que pour les entrepreneurs individuels, ou en tout cas ces personnes physiques qui sont dans l'informel, donc ils utilisent le même support, à savoir faire connaître des produits, même si derrière, après la transaction, va justement se jouer à travers justement des leviers classiques. Mais cela également, on ne peut pas perdre de vue cette réalité. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut comptabiliser. C'est comme aujourd'hui l'histoire entre le taux de bancarisation et les porte-monnaies électroniques, qui sont aujourd'hui une réalité beaucoup plus adaptée à la catégorie et au pouvoir d'achat des consommateurs, et qui aujourd'hui, si on devait le prendre en compte, devons-nous faire évoluer les statistiques, en tout cas, estimant le taux de bancarisation en l'étendant à tous ces systèmes-là de paiement, c'est la même chose que sur le commerce électronique. Je pense que si on se réfère même à la définition du commerce électronique, en tout cas de par les lois sénégalaises, c'est des supports aujourd'hui qui sont en tout cas assimilés à des supports de transactions électroniques. Donc, effectivement, nous convenons qu'il y a des difficultés pour capter ça dans les statistiques, à moins peut-être qu'avec l'ANSV, on fasse une enquête qualitative qui permette effectivement, à part des acteurs, de pouvoir estimer justement tout ce potentiel et en ce moment pouvoir faire, en tout cas, donner un chiffre qui colle plus à la réalité. C'est comme aussi dans la problématique du commerce des biens. Aujourd'hui, on nous dit que la part de l'Afrique, c'est moins de 2% et qu'au niveau de l'Afrique, nous échangeons pour moins de 16%, là où en moins dans les autres pays du monde, ils sont à 40%. Mais c'est parce que aussi, quelque part, le commerce transfrontalier qui connaît des volumes extrêmement importants n'est pas capté dans les statistiques. Je pense que c'est la même chose qui se pose dans le commerce électronique et nous pensons, comme l'a dit M. Jean-Noël, qu'il faudrait justement, c'est des moyens qui sont adaptés à la taille de ces acteurs-là, il ne faudrait pas les en priver et maintenant aller jusqu'à définir un statut du e-commerçant. Comme je l'ai dit, le e-commerçant, c'est un commerçant. Ce qui se passe aujourd'hui, on a un statut du commerçant qui est défini par, en tout cas, l'OHADA et qui est effectivement, qui découle de l'inscription au registre du commerce, où vous n'êtes pas inscrit. En ce moment, vous êtes dans l'informel, mais cela ne vous dispense pas pour autant des obligations d'un commerçant. Parce que dès l'instant que vous vous livrez à des actes de commerce régulièrement, du point de vue de la loi, vous avez beau ne pas vous formaliser ou ne pas vous inscrire, vous êtes un commerçant. Et aussi, il faut saluer vraiment l'évolution de la réglementation. J'ai parlé de la loi sur les startups.
aujourd'hui qui reconnaît, en tout cas, qui confère un certain statut à ces acteurs-là. Mais également, dans l'OWADA, on a un statut de l'entrepreneur qui aujourd'hui allège tout le monde le statut de l'entrepreneur qui aujourd'hui allège les formalités d'immatriculation au risque du commerce. Donc, c'est tout un ensemble de secteurs. Maintenant, par rapport à l'activité même, est-ce que nous avons besoin que celui qui fait le e-commerce qu'il puisse brandir une carte en disant que je suis e-commerçant? Non, il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire c'est un mode de livraison parmi tant d'autres. Donc là, on a vraiment le principe de la neutralité technologique, comme on dit, mais cela ne l'affranchit pas du respect effectivement des règles qui s'imposent, à savoir la responsabilité du produit qu'il met sur le marché. Je pense que tout à l'heure, M. Apté l'a souligné, c'est deux responsabilités que le produit qui est livré, il a beau l'être par les plateformes, qu'il soit conforme aux spécifications de qualité, qu'il soit conforme aux normes. Et de ce point de vue, les services de l'État, les services du ministère du Commerce veillent au grain. Donc, c'est ça qu'il faut dire que je ne pense pas en tout cas qu'il est nécessaire de prendre un parler de statut de e-commerce. C'est vraiment avoir un secteur qui puisse opérer suivant les lois et réglementations de la République. C'est vrai, par rapport à certains segments, c'est un peu compliqué parce que tout ce qui se fait à travers les réseaux sociaux, parfois, ce n'est pas capté, ce n'est pas retracé. Et donc, de ce point de vue, ça échappe à tout contrôle. Mais comme on dit aussi, ça répond à une sociologie particulière et c'est des acteurs qui aujourd'hui auraient pu rester à ne rien faire, mais qui ont su que c'est une opportunité en tout cas pour écouler des produits, pour vendre des produits ou pour faire de la mise en relation. Il faudrait leur permettre en tout cas de pouvoir en tirer profit et comme on dit, espérer une montée en gamme. Parce qu'à un certain moment, à un certain niveau de chiffre d'affaires, donc ce sera en tout cas un support qui va connaître ses limites. Et peut-être que l'envie lui viendra, si tant est qu'il tient à en faire son activité, à aller vers des canaux beaucoup plus formels. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'impose, en tout cas qu'il faut en tout cas tolérer et voir peut-être comment encadrer et éviter les abus. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment le positionnement et la lecture que nous avons justement de cette problématique. Merci. La lecture de Mohamed Aptessou, c'est quoi? Mohamed? Je suis avec vous. Il n'est pas allé à la livraison. Voilà, il est là. Il n'est pas allé à la livraison. Mohamed, oui. Je suis bien là. Donc oui, je suis tout à fait aligné avec ce qui a été annoncé concernant l'encadrement et exactement ce que pour répondre, c'était votre question initiale sur la question du statut aussi du e-commerçant. Je reste persuadé que le cadre sénégalais en tant que commerçant, déjà répondre à cette question est primordial et que parce que nous, même depuis qu'on est présent au Sénégal depuis 5 à 6 ans, on s'est appuyé sur, bien entendu, les lois qui régissent du Code du commerce. Donc ça, c'est important de rappeler. On vend des produits, les délais de retour, les remboursements clients, tout ça, c'est des éléments qui existent déjà dans les textes de loi du Sénégal. Donc le but maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et de voir quels sont les nouveaux défis au niveau de la finance qui se posent, au niveau de la logistique. Tout à l'heure, on parlait de livrer en région. Ce sont des choses aussi très importantes. On a tendance parfois à oublier ceux qui sont en région, mais c'est un gros canal. Aujourd'hui, 42% de nos ventes sont faites en région et juste 58% au Sénégal. Donc, les gens ont besoin de produits, les gens ont besoin de ce e-commerce. Vu les moyens de livraison sont plus limités. Tout à l'heure, Jean-Noël parlait de livraison en 20 minutes. Bien entendu, j'imagine que c'est faisable sur Dakar. On ne va pas livrer en 20 minutes à Topakouda. Nous-mêmes, on est aussi sur ce créneau avec notre service Jumia Food où on propose des livraisons en moins donc en fonction du lieu de localisation, ça va de 20 et 45 minutes. Donc voilà, tout ça, donc l'écosystème est hyper important pour pouvoir répondre aux besoins des populations sénégalaises. Merci Mohamed. Avant de donner la parole à Souada Malik Souran, on revient vers Emmanuel Bokeh qui a sûrement une observation à faire. Emmanuel. Oui, moi je suis toujours un peu ironique quand on parle autant de régulation. Oui. C'est vrai qu'au Sénégal, on régule beaucoup et il y a parfois plus de régulateurs que d'acteurs et il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut plus de e-commerce ou est-ce qu'on considère que déjà il y a trop de e-commerce et que ça pose problème?
Je crois qu'au Sénégal, on est encore très loin de cette deuxième situation et que ce qu'on veut, c'est plus de e-commerce. Et donc, il sera temps de réguler une fois qu'on aura le problème. Le tout, c'est que de faire grandir le e-commerce. Et en ça, je rejoins tout à fait M. Mbodj. Oui. Les lois existantes, elles couvrent 99% des besoins. Il n'est pas besoin d'introduire de nouvelles réglementations ou de nouvelles contraintes. Oui. Il faudrait plutôt les diminuer et se concentrer sur comment aider les e-commerçants plutôt que comment réguler un secteur qui n'a pas encore d'existence économique réelle. Voilà, c'était tout. Merci, merci Emmanuel. On vous revient plus tard, notamment sur l'offensive des GAFAM. Oui, Mohamed? Oui, non, je disais, c'est un bon point de rappeler ça, hein, c'est qu'on le soulignait tout à l'heure, le nombre d'acteurs en Chine, que le retail qui représente 50%, on est très loin, on va dire, de ça au Sénégal. On prend tous nos secteurs, que ce soit de services, il faut que, donc, quand je dis privé comme public, hein, que les gens puissent pousser dans ce sens. Ça vient aussi de la part des annonceurs, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que eux, ils vont faire de la publicité, on va dire, sur les supports télé, en mettant de l'avant peut-être leur boutique physique, parce qu'on découvre à peine, peut-être au Sénégal, que ce soit la grande distribution, on va découvrir les centres commerciaux, et en même temps, on veut faire du e-commerce. Parfois, je parle à certains distributeurs, ils disent « Ah non, moi, je dois ramener du trafic dans mes centres commerciaux, je ne vais pas en ramener sur le site. » Donc, parfois, on est confronté un peu à ce dilemme, et c'est important. Je vais prendre aussi, je ne veux pas m'attirer des problèmes, mais je vais quand même le dire. Je suis allé sur le site de Dakar Demdik. Oui. On est en 2021, le site est en construction. Alors qu'on devrait avoir la possibilité d'acheter ses abonnements, etc. Donc voilà, c'est juste un exemple illustratif et je peux en donner beaucoup où voilà, il y a encore beaucoup de place pour les acteurs et beaucoup de chemin à faire sur les bases juste de l'information des transactions les plus banales. Hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci Mohamed Abdessow. Je reviens vers le DCE, Boubacar Mbodj. Aujourd'hui, on aborde un peu le dernier virage de ce panel. Comment outiller nos acteurs face à l'offensive des géants occidentaux du e-commerce? Merci, M. Gueye. Donc, l'offensive des géants, il faudra faire avec. Comme on dit maintenant, comment faire en sorte que, effectivement, que dans le cadre de cette offensive, que nos intérêts soient préservés. Donc, ces plateformes aujourd'hui servent à exposer et à vendre des produits. Peut-être aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le maximum de produits locaux sénégalais puissent en tout cas être exposés et être valorisés dans ces plateformes. Tout ça procède parfois de négociations. Je donne l'exemple actuellement d'un projet que nous déroulons avec les grandes distributions, où effectivement que nous avons perçu comme une opportunité aujourd'hui de valoriser les producteurs locaux. Et l'idée, c'est de faire en sorte, en tout cas, de lever toutes ces contraintes qui limitent l'accès des produits locaux à ces grandes distributions-là, parce qu'ils ont des exigences, des consommateurs exigeants qu'il faut satisfaire, et il est hors de question pour faire plaisir à la production locale qu'ils puissent les vendre et se retrouver peut-être à l'insatisfaction des consommateurs. Donc l'idée derrière, c'est de leur dire, OK, vous avez des exigences, de notre côté, nous, État, on va voir comment en tout cas faire en sorte que ces acteurs-là soient en mesure de vous offrir les produits qui répondent à vos exigences, à vos cahiers de charges. Et nous travaillons là-dessus. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, par exemple, pour la grande distribution, il se vend plus de produits locaux que dans nos rayons traditionnels, que au niveau des marchés où effectivement nos producteurs étaient confrontés à une chaîne d'intermédiaires. Au bout du compte, ils n'attiraient pas grand-chose. Au niveau des demi-grossistes, des grossistes, pratiquement, tu n'as pas les produits locaux, c'est des produits importés. Mais aujourd'hui, avec la grande distribution, grâce à ce projet que le ministère, en tout cas, a mis en place, qui consiste vraiment à une mise en relation, à une mise en confiance, nous avons pu en tout cas faire en sorte qu'il y ait une plus grande présence des produits locaux sur ces plateformes-là. Je pense aussi que c'est la même démarche qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. C'est des plateformes aujourd'hui dont, en tout cas, l'utilité est rendue possible par les consommateurs. Parce que n'oublions pas aussi, nous sommes dans un régime de liberté de choix. Si le consommateur estime que c'est au niveau de ces plateformes qu'il peut avoir la qualité de service,
nous aussi, on est ministère du Commerce, on doit arbitrer les besoins de l'entreprise, mais également avec les besoins du consommateur, qui est une de nos missions. Donc, nous aussi, nous devons promouvoir qu'il y ait une meilleure qualité d'offre, une meilleure prestation de services pour les consommateurs. Donc, c'est cette démarche qu'il faut avoir. Mais aussi, tout en se disant qu'il ne faut pas être dupe, parce que derrière, ils ont leurs objectifs de chiffre d'affaires, ils ont des objectifs de rentabilité. Peut-être que ce n'est pas de leur avantage de vendre des produits dont, en tout cas, les consommateurs n'ont pas grand besoin. D'où justement l'idée de cette plateforme-là de commerce électronique que nous sommes en train de développer avec les acteurs, qui aujourd'hui permettra à tous ces petits producteurs-là d'avoir en tout cas un espace où ils peuvent exposer leurs produits, où ils peuvent dénouer leurs transactions, alors qu'ils n'auraient pas pu l'avoir au niveau des plateformes, en tout cas formelles, les grandes plateformes. Merci Désiré. Pour vous compléter d'ailleurs, je rappelle que l'agence en charge de la promotion des exportations du Sénégal a mis au point une plateforme qui permet de faciliter le référencement pour nos acteurs économiques. Toujours sur cette question, sinon j'ouvre davantage le débat, autrement dit, je n'oriente personne au centre positif bien sûr. Un mot à Jean-Noël, j'en fais autant pour le reste des acteurs avant de conclure. Non, je pense qu'on a, comme l'a dit Emmanuel, on a tous les arguments au Sénégal pour pouvoir s'épanouir dans le e-commerce. Il faut éviter de tuer les initiatives dans l'œuf. Ouais. Moi, je reviens juste sur le problème qu'on rencontre actuellement, le fait d'être bloqué, de devoir cesser nos activités à partir de 19h. C'est une déperdition, ça nous fait perdre peut-être 1 ou 2 ans. Parce qu'on va mettre des mois et des mois et des mois à panser nos plaies, parce que depuis le 6 janvier, on ne peut plus travailler le soir, donc on perd 40, 50, 60% de chiffre d'affaires. Et ça, il faut éviter, parce que là, on tire vraiment une balle dans le pied de tout un secteur. Donc vraiment, si on pouvait faire quelque chose, ça serait formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous vous avons bien entendu, oui. Et nous ferons le plaidoyer nécessaire. Merci beaucoup. Merci pour ces assurances à monsieur le directeur du commerce extérieur du Sénégal. On va finir avec Emmanuel Bokeh pour son regard un peu d'observateur. Mais avant, bien sûr, je me souviens que je dois 3 minutes à Soda parce qu'elle n'a pas parlé depuis tout à l'heure. Soda? Oui. Oui, je ne vous oriente pas votre regard un peu sur ce qui a déjà été dit. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé de la vente de biens, et on n'a pas beaucoup parlé de vente de services. Donc, je prêche pour ma paroisse. Pourquoi on vous donne la parole? C'est fait exprès, allez-y. D'accord. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital, bon, avec la vente de produits physiques, il y a toujours la problématique logistique qui se pose. Et je pense qu'on gagnerait de plus en plus à repenser par rapport à l'éducation, bien sûr, un secteur qui m'intéresse, à pouvoir offrir des solutions aux jeunes. Bon, souvent, dans les informations, j'entends des professeurs se plaindre du risque, bon, des bouleversements de l'année scolaire. Bon, de toute façon, au vu de la situation sanitaire, ça ne peut pas se passer facilement. Donc, je pense qu'il faudrait de plus en plus s'ouvrir aux solutions numériques. Venez chez mon booster. Et en fait, il y a des solutions qui peuvent permettre aux jeunes de rattraper leur cours, de ne pas perdre encore une année, entre guillemets, parce que si on compare l'année 2020 à l'année 2021, il y a eu beaucoup de retard par rapport au programme scolaire. Donc, avoir un deuxième retard sur l'année 2021 n'est pas souhaitable et je pense qu'il faudrait de plus en plus d'initiatives, en tout cas, de cours en ligne pour accompagner les jeunes. Maintenant, par rapport à la question de la connectivité, on sait qu'avec Internet au Sénégal, on a une bonne couverture. À Dakar et dans les régions, même si en zone rurale, parfois ça peut paraître compliqué. Mais je pense qu'on fait avec les moyens du bord. Une bonne majorité d'élèves peuvent avoir accès à Internet déjà et une bonne majorité des élèves sont équipés en smartphone, tablette ou ont un ordinateur à la maison. Donc, ce sont des éléments sur lesquels il faut capitaliser et leur permettre d'avoir du contenu utile. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont très friands des réseaux sociaux, notamment de TikTok, où ils peuvent passer énormément d'heures. Donc, en tout cas, moi, mon message, c'est vraiment d'encourager la création de contenu utile et local
qui permet le développement des jeunes en termes de compétences. Merci, merci beaucoup, Soda. Vous voyez que je cherche à me racheter encore une fois. Au-delà des minutes, j'ai fait le partage d'écran de votre Mon Booster, hein, monbooster.com. Là, on voit Jumia. .com? On voit Jumia. Non, mais il y avait déjà affiché mon booster en premier. Mon Booster, hein, Soda. Jumia, c'était juste pour caler la plateforme, pour après Mon Booster passer à Jumia. Merci, Soda. Emmanuel, je ne vois pas e-commerce Sénégal. Hein? Voilà, Monsieur Gay, j'allais faire cette remarque. Je vois tous vos bookmarks sont que des plateformes internationales. Tous vos liens que vous avez ouverts sont que des sites internationaux, même les sites d'actualité. Alors, la société mère s'appelle CCO, Compagnie pour la croissance des organisations, et le site c'est cco.sn. Donc on a ce point-là. J'ai un point SN. C'était pour Monsieur Gay qui le site locaux. Oui, j'adore ce panel parce que pour une fois, c'est le journaliste qui est attaqué et qui n'attaque plus. Vous voyez que j'étais très, très gentil cet après-midi. J'ai envie de donner la parole en dernier avant de la redonner. Bon, je me contredis un peu quand je dis en dernier de ce point de vue, à Emmanuel Bokeh, et puis Boubacar Mbodj va conclure rapidement. Emmanuel Bokeh, une minute sur un peu, encore une fois, ce qui vient d'être dit. Écoutez, moi j'ai envie de terminer sur un plaidoyer pour les petits, les sans grade, les tout petits commerçants, les tout petits producteurs, parce qu'on parle de produits locaux, ce sont les producteurs locaux. Et tous ces petits, ils ne sont pas très bien représentés ici, mais il ne faut pas oublier que des plateformes comme Jumia ou comme toutes les autres reposent sur ces producteurs, reposent sur ces acteurs. Et il faut se rappeler que c'est eux qui sont à la base de tout, ce sont eux qui font vivre l'économie du Sénégal. Et je pense que si on devait consacrer de l'énergie et des moyens pour développer le e-commerce, il faut mettre ces petits en premier. Il faut les aider à trouver des financements, à trouver des formations, à trouver des emballages, à trouver des fournisseurs et à trouver des débouchés. Et tous autour de la table, on y a intérêt. L'État en premier lieu, mais le secteur privé également. Oui. Simplement, ils sont parfois informels, ils ont du mal à se faire entendre. N'oublions pas qu'ils sont là et qu'on a besoin d'eux. Merci beaucoup Emmanuel. Boubacar Mbodj pour finir en 2 minutes ou 1 minute. Merci Ousmane. J'aurais quand même aimé voir cette fameuse plateforme dont on a parlé, e-commerce Sénégal. Rappelez-moi le nom de la plateforme. E-commerce Sénégal.sn. E-commerce Sénégal.sn. Alors, c'est partagé ou pas encore? Si. Bon, en attendant que vous... Elle est là. Donc voilà, ça c'est la version de base, oui. Donc, qui a été développée en pleine Covid, donc l'année dernière, et aujourd'hui, c'est le développement de ce site-là que les acteurs ont engagé avec le consortium des acteurs. Et donc, l'objectif principalement, c'est vraiment de pouvoir enrôler tous ces petits acteurs-là dont parle M. Emmanuel. Donc, ils en font partie. Il faudrait effectivement qu'ils puissent bénéficier des opportunités de ce commerce électronique. Oui. Et nous pensons qu'à travers eux, nous disposons vraiment d'un formidable relais de croissance. Et il faudrait peut-être que nos structures qui accompagnent justement les entrepreneurs, les entreprises à l'image de l'ADMPME, qu'ils puissent davantage, en tout cas, orienter leurs actions vers, en tout cas, ces besoins nouveaux-là de ces acteurs. Et à chaque fois, je pense que nous, au niveau du ministère, il y a une orientation forte qui est donnée à ce que dans le cadre, en tout cas, des services d'appui à l'entreprise, on puisse en tout cas accorder cette attention-là nécessaire à ces petits acteurs. Et nous saluons également, et ça vraiment on ne le dira pas assez, toutes ces initiatives privées à l'image de ce que fait M. Bokeh, que je suis régulièrement. Donc, qui concourt effectivement à développer. Parce que derrière, c'est un secteur de pointe. L'État peut intervenir, mais l'État se doit de garder, en tout cas, de perturber ce marché-là qui est en plein développement. Et je pense que nous sommes, pour vous rassurer, c'est notre, en tout cas, notre credo, c'est notre vision de la chose. Il faudrait en tout cas que l'État accompagne, mais pas que l'État se mette en tout cas dans une posture qui risque de freiner ou de décourager les initiatives. Donc, sachez que nous vous écoutons,
il y a un an, jour pour jour, presque, Madame le ministre avait lancé un appel à la communauté des acteurs de l'écosystème du commerce électronique. Donc, c'est pour vous dire que nos portes nous vous ont toujours ouvertes. Les acteurs se réunissent à travers ce consortium-là qui se réunit chaque mercredi et jeudi. Et donc, leurs travaux sont ouverts à l'ensemble des acteurs qui le voient bien. Donc, vraiment, c'est cet appel-là que je voudrais faire pour dire que le développement de ce secteur nous incombe plus, vous les acteurs, que l'État qui est vraiment dans une posture d'accompagner le secteur-là. Et donc, je voudrais aussi remercier mes co-panélistes qui nous ont gratifié vraiment d'informations de haute facture et pour leur dire que nous allons continuer ensemble à dérouler la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du commerce électronique et nous voudrions compter sur leur apport et leur contribution pour qu'on puisse réussir en tout cas le développement de ce secteur très prometteur et dont le Sénégal est souvent cité en exemple. Parfois, comme on dit, hein, on néglige ce que nous avons, mais je vous assure, hein, pour nous qui allons dans des rencontres au niveau de l'Union africaine, au niveau de la ZLECAF, tout ce que fait le Sénégal quand même est épié et souvent nous sommes honorés de voir que parmi les discutants, c'est des acteurs du e-commerce sénégalais qui sont invités, parfois même sans que nous soyons au courant, et ils viennent partager de bonnes pratiques. Donc nous n'avons pas à parler de notre secteur, nous pensons que c'est un secteur prometteur. On peut mieux faire à l'image de tout ce qu'on vient de dire et l'État, en tout cas, dans son rôle d'État développeur, mais pas d'État, en tout cas, régulateur à tout vent, mais d'État développeur, saura en tout cas apporter les bonnes réponses qui seront insufflées et suscitées par les acteurs. Je vous remercie. Merci, merci infiniment à tout le monde. Merci à Boubacar Mbodj. Pourquoi un grand merci? Parce que peut-être que ce n'est pas évident de l'avoir dans ce panel. Souvent, au Sénégal, on pense que quand on est directeur ou ministre ou président de la République, il faut parler à la télévision. Il y a également ce combat qu'il faut faire parce que beaucoup pensent que pour être entendu, il faut aller à la télévision. Moi, je suis un homme de télévision et de radio, mais croyez-moi, sur Internet également, les messages passent. Et je pense que c'est également ce qu'il faut faire passer comme message, que évidemment, il y a la télévision, il y a la radio, il y a la presse écrite, ces médias classiques, mais de plus en plus, il faut également se connecter et accepter que, évidemment, la discussion, elle passe également sur Internet. Parce que, un dernier mot, pour convaincre, par exemple, de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, le gouvernement d'Estonie, il n'a pas été très difficile. Il a suffi d'envoyer un simple mail et nous avons eu l'ensemble de ces acteurs sur nos panels. Mais au Sénégal, je me demande quelle démarche il faudrait-il faire pour avoir un ministre sur, sur une plateforme en ligne. Je taquine un peu, j'abuse peut-être de ma liberté de journaliste qui fait que je ne suis, disons, d'aucun camp et évidemment, ça, je tiens quand même à le revendiquer parce que ça me permet d'être libre et de dire ce que je pense en tout respect hein, de la marche un peu du digital dans notre pays. Merci infiniment, Boubacar Mbodj. Merci surtout pour votre connectivité avec les guillemets parce que, évidemment, on tient régulièrement ces échanges sur Internet. Dernièrement, c'était une émission sur notre radio et c'était par le biais de Zoom. C'est également important de sensibiliser un peu nos acteurs étatiques à l'importance du digital et Boubacar Mbodj l'a très bien compris. Merci Mohamed Abtesso. Hein. Il sait très bien qu'échanger avec Ousmane Gueye, ce n'est pas très simple parce que souvent je déborde avec des questions qui peuvent déranger parfois, mais il a pris de gros risques en acceptant cet après-midi encore une fois d'être mon invité. Soda Malik Souran également, merci à elle. Elle a été l'unique femme du panel, hein, Defnu Sagal, comme on dit un peu en Wolof, hein, un peu en Wolof. Merci à tout le monde, merci à Emmanuel Bokeh également. Et puis, je dis un grand merci à Jean-Noël qui m'avait fait le plaisir de m'accueillir, disons, chez lui. Quand je dis chez lui, c'est à Yum Yum Wakam. Si je me trompe, Jean-Noël, c'est le siège. Pour échanger un peu sur ce commerce électronique, la livraison, surtout en ligne. Il m'avait fait d'ailleurs quelques démonstrations de toutes ces applications qui permettent de traquer, hein, au sens positif du terme, de savoir en fait où se situe le livreur. Hein. C'est que Mohamed Abtesso pourrait également dire autant de Jumia. Merci infiniment à tout le monde. J'étais très honoré, très réjoui encore une fois cet après-midi. Merci au public qui nous suit sur Zoom, sur LinkedIn, Facebook, sur l'ensemble de nos plateformes digitales.
Je précise que ce panel va faire l'objet de replay un peu plus tard dans la soirée. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, mercredi 3 mars 2021 à 15h pour un autre panel qui va porter sur autre chose, évidemment. Et naturellement, d'ici là, vous serez informés. Merci à mes panélistes. Merci à tout le monde. Rendez-vous dans cette journée, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci à tous et au revoir.